Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. À la une, entretien exclusif de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Rose Mutombo Kiese s'attelle à remodeler le système judiciaire congolais, administrer une justice équitable à tous les citoyens, lutter contre la corruption et s'assurer d'une bonne administration judiciaire. Voilà les leitmotivs de ses actions. Dans cet entretien exclusif, Rose Mutombo évoque le bilan passé à la tête de ce méga ministère, hausse du salaire des magistrats, fin de l'impunité, amélioration des conditions carcérales. La garde des Sceaux s'exprime. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Ça avec l'appui de la structure Genre de l'Unité. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes heureux de vous annoncer la tenue les 2 et 3 mai 2022 de 2 grandes conférences universitaires et professeurs à la faculté des sciences pharmaceutiques
de l'Université de Kinshasa. Alors, nous avons dit que la première, il y a deux conférences. La première conférence qui a lieu ce jour, le lundi 2 mai, dans cette salle. La deuxième conférence est intitulée, elle aura lieu demain dans la salle Molécoso de notre faculté de médecine. Et là, comme intitulé, voilà, le programme de l'activité scientifique d'aujourd'hui comporte 5 points. Ces 5 points vont nous être communiqués par les deux modérateurs du jour. Pour rendre hommage à la nation, nous voudrons vous inviter à vous tenir debout pour l'hymne national. Il l'a acheté sur terre. Il devrait nous inspirer à pouvoir acheter notre place au ciel pendant que nous sommes en vie. Et nous voudrons vous dire merci beaucoup, docteur, d'être venu. Ceci est une journée exceptionnelle et merci, monsieur le recteur, d'avoir permis que cela arrive. Merci beaucoup à toute la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa. Nous sommes très fiers de l'hommage, de la fierté que vous avez donnée au professeur Dr Mukwege. Cette journée est une journée de conférence et pas de discours supplémentaire. Nous allons avoir 5 interventions. La première, c'est celle du recteur. Elle durera 10 minutes. Il passera le mot de l'université en notre nom à tous. Ce sera suivi du mot de la structure de genre de l'Université de Kinshasa. Ce sera Dr Mbelou en 5 minutes. Puis ce sera l'introduction du docteur par le professeur secrétaire général de la recherche, le professeur Chimbi, que vous connaissez tous. Finalement, il y aura une interlude musicale de 5 minutes avant que le professeur Mukwege prenne la parole. Et donc, de prime abord, je voudrais juste... Nous avons le privilège d'accueillir à la seconde le président du Sénat qui vient à peine d'arriver. Bienvenue au professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat, vous êtes ici chez vous. Mesdames, Messieurs les professeurs, camarades étudiantes, camarades étudiants, je m'en voudrais de ne pas signaler la présence de nos enfants, nos chers élèves du Mont en bas, qui tous, comme une seule femme, disons-le, est venus écouter, accompagner le réparateur des femmes. De monsieur le recteur pour la venue du docteur Mukwege à l'Université de Kinshasa. Nous allons donc lui accorder la parole pour son mot des circonstances. Docteur Mbelou. Merci à tous. Merci au professeur Denis Mukwege pour avoir honoré cette université. Ainsi donc, le mot est le suivant. Honorable président du Sénat, honorable ministre des Droits humains, leurs excellences, messieurs les ministres, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion, professeur Denis Mukwege, chers invités à vos titres et qualités respectifs.
Les violences basées sur le genre font partie des mots importants qui rangent le monde et constituent l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes de ce siècle. En effet, à l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur 3 sera du fait des cultures permissives, des pratiques traditionnelles néfastes, ainsi que des coutumes n'accordant aucune importance à la vie de la femme. En République démocratique du Congo, les données disponibles sur les violences basées sur le genre indiquent que l'incidence rapportée des cas est passée de 42 920 cas en 2019 à 70 942 cas en 2021, soit une croissance de 63% de cas. Cependant, il est à noter que ces chiffres ne constituent que la partie visible de l'iceberg, cachant ainsi plusieurs cas de violences basées sur le genre non déclarés et donc non documentés. Les conflits armés, les catastrophes naturelles, les crises humanitaires dont sont victimes le pays sous-développé du fait de l'effondrement de l'ordre public qu'ils occasionnent contribuent. Il existe de formes majeures de violences basées sur le genre dont les prévalences relatives varient en fonction du milieu, qu'il soit urbain ou rural, domestique ou professionnel, estudiantin ou autre. Alors aujourd'hui, les coups et blessures et une façon d'autre. Il y a cependant des violences verbales. Ces violences ont des conséquences néfastes sur la femme, entravant ainsi l'épanouissement et le développement de cette dernière. Parmi les conséquences des violences basées sur le genre, on note celle-ci est une actrice majeure pour le développement. Bien que les violences basées sur le genre mettent en péril la santé, la dignité et l'autonomie de la femme violentée, elles restent cependant entourées d'une culture de silence. Chers invités, à vos titres et rangs respectifs, à ce jour, aussi bien le gouvernement, à travers le ministère du Genre et Famille, d'autres structures de l'État, les organismes des Nations Unies, la société civile, à travers les organisations non gouvernementales, se sont investis dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Cependant, au regard des résultats, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre des résultats optimaux, notamment dans les milieux universitaires et professionnels, où, selon certaines études, il y a plus de prédominance des violences verbales contre celles attribuées aux violences physiques. Leadership qui nous permet d'avoir en ce jour le professeur Mukwege parmi nous. Car ces 2 grands jours de conférence constituent une grande opportunité pour c'est Polytechnique de l'UNIKI. Il s'inscrit en 1976 à la faculté de médecine de Burundi, où ont enseigné également plusieurs de professeurs de notre alma mater, mais également de Lubumbashi. Son diplôme de médecin obtenu en 1983, il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de l'Emera, situé au sud de Bukavu. En 1984, il obtint une bourse de la Swedish Pentecostal Mission pour suivre une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers en France, non loin de Nantes, où en fait je vous guettais quotidiennement. Le 24 septembre 2015, il devient agrégé, c'est-à-dire détenteur docteur à thèse en sciences médicales à l'Université libre de Bruxelles, après avoir soutenu une thèse intitulée « Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques urogénitales et génito-digestives basses dans l'Est de la RDC. En 1989, il choisit de retourner au Congo pour s'occuper de l'hôpital de l'Emera, dont il devint médecin directeur. En 1996, lors de la guerre dite de l'Ardenne, son hôpital est brutalement détruit lors de l'attaque de l'Emera. Mukwege échappe à la mort alors que plusieurs malades et personnels soignants infirmiers sont assassinés. Il s'est réfugié à Nairobi pour quelques temps, puis décide de retourner au Congo, son pays de cœur. Avec l'aide d'une association caritative suédoise, il y fonde l'hôpital Panzi à Bukavu. Il se voit alors confronté aux mutilations génitales pratiquées sur les femmes.
Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la RDC et d'agir pour leur venir en aide. Dans une région où le viol collectif est utilisé comme arme, non seulement une arme de guerre, mais aussi comme une stratégie macabre de réduction de la capacité procréative de nos sœurs et femmes, le docteur Denis Mukwege se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles, leur apportant une aide médicale, mais aussi psychique, économique et juridique. Ses frères boucaviens, frères et sœurs, se portent à son secours. Il en sort sain et sauf. Il s'est réfugié alors quelques mois en Belgique pour mettre fin à l'emploi de violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Pendant ces temps-là, même notre chaîne nationale a pris l'option de garder le silence et de tourner le dos collectif des Congolais sur cette prouesse du fils de l'unique. En 2020, le gouvernement de la République est préoccupé par la sécurité du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Au cours du phare, selon le président Félix Tshisekedi, j'ouvre les guillemets, intimidation, correspondance haineuse et menaces de mort sont les lots quotidiens du réparateur de femmes violentées. Fermez. Je vous épargne plusieurs autres inimaginables persécutions et boycotts. 3. Quels sont les prix remportés par le professeur Denis Mukwege? Et il y en a pléthore. Je crois que, monsieur le recteur, avoir choisi de mettre les femmes au premier plan, non seulement vous honorez notre pays, mais aussi vous êtes en train de démentir ce que les autres pensent de nous, Africains, et des Congolais en particulier. Les femmes qui sont venues nous accueillir, parmi elles, il y avait des élèves, des écoliers aussi, des professeurs. Et je voulais vous dire une chose. La seule raison qui peut faire qu'un élève se batte, c'est lorsqu'on insulte sa mère. Qui n'a pas fait? Je suis pacifiste, mais dans mon enfance, insulter ma mère, c'est vous êtes plus fort que moi. Que la femme, non seulement a une place de choix dans nos cœurs, mais aussi, s'il vous plaît, avec tous les respects, merci pour ce que vous êtes pour notre nation. Je crois que je ne pouvais pas commencer aussi bien ma conférence que par cette introduction où j'ai dit à toutes les femmes qui sont dans la salle, malheureusement elles sont minoritaires, je ne sais pas si c'est sélectif ou c'est un accident, mais... Mesdames, vous qui êtes dans la salle, sachez pas ni des politiciens seulement, ni des ONG, ni de l'extérieur, mais viendra aussi de tous les travaux scientifiques que vous avez conduits dans cette université pour comprendre la complexité de cette question et de pouvoir y apporter des solutions adéquates. Le viol
comme arme de guerre est une question qui a toujours été sous-estimée dans les conflits. Mais depuis la nuit des temps, le viol est un crime invisible, ignoré et souvent considéré tout simplement comme un dommage collatéral et inévitable d'une guerre. Mais depuis l'adoption des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité, où la République démocratique du Congo, nous avions pesé lourdement pour que cette résolution soit votée, il y a une reconnaissance du viol comme une arme de guerre qui exacerbe la situation de conflits armés, mais également empêche la restauration de la paix et de la sécurité. Et ça, nous le considérons comme une avancée majeure, puisque partir d'un fait qui était considéré comme inévitable dans un conflit armé, et aujourd'hui, pour un crime de guerre, un crime contre l'humanité, et en fait, récemment, peut-être un acte constitutif du crime de génocide. Vous pouvez voir très bien que l'évolution est longue, mais avant de trouver une solution à une question, il faut d'abord poser la question. Si on ne pose pas la question, on ne peut pas trouver de solution. Et donc ce qui apparaissait comme une conséquence inévitable de la guerre, aujourd'hui semble tout simplement pouvoir devenir évitable. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette conférence, parce que je crois que lorsque quelqu'un pose un acte de viol, il doit considérer qu'il y a la loi sur le plan national, international, le droit international et humanitaire, qui ne pourra pas répandre dans tous les conflits contemporains malgré ces outils que nous avons aujourd'hui. On a vu récemment en Éthiopie, Yémen, malgré la loi et la connaissance de ces problèmes, on voit qu'ils continuent à être trompés sur les objectifs de viol. On va le voir, c'est une arme absolue pour tout simplement assujettir tout un peuple. En Bosnie, au Rwanda, au Sud-Soudan, le viol a été utilisé comme une technique d'épuration ethnique, alors qu'au Nigeria, en Irak, en Syrie, la vente des femmes sur le marché d'esclaves fait tout simplement honte à nous tous, à la communauté internationale, et doit nous interpeller. Vous imaginez, à notre siècle, vous mettez une femme au marché et les gens ont récupéré de le constater. Et aujourd'hui, même si ça peut donner cette impression qu'à l'Est il n'y a plus la guerre, nous soignons 5 à 7 femmes survivantes de violences sexuelles qui nous consultent chaque jour. 10 000 survivantes qui sont prises en charge par notre hôpital. Cette situation nous avait amené à nous interroger puisque, après avoir travaillé 15 ans dans une région où vous êtes le seul gynécologue obstétricien et que vous constatez que chaque jour on vous apporte des femmes avec des lésions indescriptibles, on a alerté la communauté internationale sur le plan scientifique en écrivant Rape Extreme Violence. Et cet article, nous avions espéré que ça pourrait un tout petit peu éveiller la communauté internationale par rapport à ce qui se passait dans notre région, qu'on considérait au départ comme un fait passager. C'était une stratégie.
une stratégie de guerre. Nous avions écrit cet article pour alerter la communauté scientifique sur la façon de commettre le viol que nous allons décrire après, et qui consiste tout simplement à une stratégie de guerre. Qu'est-ce que nous avions constaté dans cette publication était souvent corrélé, là où il y avait des mines de coltan, cassitérite, tungstène, c'est là où étaient également des groupes armés qui commettaient ces viols, et c'est là où venaient les femmes que nous soignons à Panzi. Donc la présence des minéraux amenait les groupes armés. Et quand il y avait les groupes armés, la meilleure façon de pouvoir contrôler les territoires, c'est commettre des actes odieux, ignobles, pour que la population puisse quitter les zones. Nous avons essayé de comprendre en regroupant dans les interrogatoires comment se faisait méthodique. Il était rare qu'une femme soit violée par une personne. Souvent, c'était le viol collectif, donc fait par plusieurs personnes. Et souvent, les femmes me disaient, au 3e, au 4e, j'avais perdu connaissance et je ne sais plus combien ont pu me violer. Donc, viol collectif. Mais aussi des viols qui se font en public. Le mari est obligé d'être là et voir sa femme violée en sa présence. Et lorsqu'il résiste, souvent, il payait de sa vie. Ce qui est plus difficile à supporter, c'est obliger les enfants à assister à des scènes macabres. Et malheureusement, parfois les enfants sont forcés de violer leurs propres parents. Les tortures, et bien sûr pour les jeunes femmes, souvent elles sont retenues ou amenées pour faire l'esclavage sexuel. Donc, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas une impulsion sexuelle, eux-mêmes sont traumatisés à leur tour. Donc ça fait que la femme, elle est la victime directe, mais son entourage devient plutôt, va y trouver des victimes indirectes. Et ceci, je dois dire que les hommes qui ont eu le courage de venir me voir, leur plainte principale était, depuis qu'on a violé ma femme, je ne peux plus avoir de rapports sexuels. Et les femmes, elles ont l'impression que le monsieur ne veut pas de rapports sexuels puisqu'il ne veut pas d'elle. Mais en réalité, c'est puisque psychologiquement, il a été complètement détruit et qu'il ne peut plus accomplir un acte. Il est dans l'impuissance totale. Et si ça arrive que l'homme ne soit plus capable de compléter l'acte sexuel à cause de son vécu, je crois que vous ne pouvez plus demander à cet homme de faire grand-chose pour la société. Mais également, ces hommes de quitter leurs femmes et aller ailleurs, cette image les suivait et leur plainte était toujours « quand je sais, je ne peux plus ». Ces viols sont systématiques car ils ne tiennent pas compte de l'âge. Le bébé, le moins âgé que j'avais soigné, avait 6 mois. Et vous pouvez vous imaginer 6 mois
pénétré par un adulte, c'est que ça donne comme lésion. J'ai toujours en tête une mamie qu'on pouvait estimer qu'elle a plus de 90 ans, qui avait tout simplement dit, après qu'on l'ait réanimée, et quand elle a repris naissance, elle a dit « Pourquoi vous me laissez vivre? J'ai été violée en présence de mon petit-fils. Et mon gendre, je ne peux plus les regarder dans les yeux. Nous avions fait tout ce que nous pouvions faire, et cette vieille dame, malheureusement, à cette époque, on n'avait pas de psychologue. Elle était morte, puisqu'elle a refusé tout simplement de vivre. Donc, ce sont des viols systématiques qui ne tiennent pas compte de l'impulsion sexuelle. Quelles sont les conséquences? Il y a 4 conséquences que je voudrais que nous puissions développer ensemble. D'abord, le déplacement massif de la population, la réduction démographique, la destruction de l'économie et la destruction du tissu social et de la vie familiale. Quand vous voyez ces 4 conséquences, ce sont les mêmes conséquences, les mêmes impacts que vous avez avec une arme classique. Mais ici, l'arme qui est utilisée, c'est une arme à moindre coût. Rapidement. Et ça s'est passé en public et le mari était là. Souvent, le mari même part le premier, puisque tout le monde se moque de lui. Lorsque ça devient répétitif, quand ça se passe une fois, il y a des courageuses qui disent « Où est-ce que je vais aller ?» Mais lorsque ça se passe 2 fois, 3 fois, la recherche de la sécurité s'impose et les femmes quittent leur village. Et enfin, lorsque les femmes pensent aux différents types de tortures qu'elles subissent et qu'on leur dise que ces groupes armés sont proches, il n'y a pas de choix que de quitter et les villages se vident de leur population juste par un acte malsain, odieux, ignoble, qui est le viol. La réduction démographique. Nous avons été amenés à soigner des femmes qui sont venues et qui, après avoir été violées, de les contondants, des baïonnettes. En fait, c'est comme si on s'acharnait à la porte d'entrée à la vie. Et tout ceci s'entraîne une capacité de se reproduire. Mais avec ces viols qui sont commis de façon collective, les risques d'infection au VIH est très élevé. Et les femmes, souvent aussi, elles ont été violées en revenant du marché ou lorsqu'elles sont parties chercher du bois, des chauffe, et qu'elles ont peur de dire ce qui est arrivé, elles vont constituer tout simplement un réservoir de virus. Elles vont d'abord contaminer de façon horizontale à leurs partenaires sexuels, mais également, lorsqu'elles sont enceintes, les risques de transmission verticale est élevé. Une jeune fille de 12, 13, 14 ou 17 ans qui a été violée, eh bien, dans notre société, la moyenne c'est 5 à 6 enfants. Ces enfants ne verront pas jour, tout simplement puisque la stratégie est efficace. Et là, c'est très difficile à tous les défenseurs des droits de l'homme de venir enquêter sur le génocide qui se commet sur ces enfants, sur ces femmes. La destruction de la capacité économique. Souvent, les villages entiers sont incendiés,
Les récoltes sont pillées, lorsqu'on ne peut pas les amener, malheureusement, on le brûle. Mais alors, il y a le pillage des ressources naturelles qui est plus connu. Aujourd'hui, notre pays saigne par ces groupes armés. Vous ne pouvez qu'aller voir les exportations des minéraux comme l'or, la cassitérite, le coltan, chez des pays voisins qui n'ont pas ces mines, mais qui vendent pour des milliards. Et donc, ils n'ont aucun intérêt que la guerre puisse s'arrêter, puisque leur économie, c'est une économie de guerre. Ils vont plus loin, puisqu'ils pillent également des biens privés. Et ceci, c'est pour entraîner la pauvreté extrême dans notre communauté. La destruction du tissu social, lorsque les viols s'étaient fait en public, avec torture, on a vu que sur le plan social, les femmes sont rejetées, pas seulement par le mari, mais elles sont rejetées également par la communauté. On les considère comme elles deviennent intouchables. Ces femmes, souvent, ne peuvent pas aller au marché, ne peuvent pas aller à l'église. Dans un territoire du sud Kivu, à Chabunda, on avait violé la femme d'un pasteur à la chair. On a fermé les portes, on l'a violée devant tout le monde. Le mari qui a essayé de se débattre, il a été tué sur le champ. Après cette scène, cette église n'était plus une église. Et vous pouvez comprendre, la femme du pasteur, tout le monde la considérait comme une maudite. C'est arrivé avec des femmes, des chefs coutumiers. C'est arrivé avec des femmes des différents responsables. C'est arrivé avec des religieuses. Sachez que c'est une façon de détruire les symboles. Et une fois que le symbole est détruit, vous étiez la femme du moine ou du chef coutumier, le jour où vous êtes violé, vous perdez votre identité. Vous étiez une vierge religieuse, le jour où vous êtes violé, tout le monde dans le village vous pointe du doigt. Donc le viol entraîne une perte d'identité, d'abord individuelle. C'est la raison pour laquelle c'est un geste qu'ils commettent pour que tout le monde voit, tout le monde comprenne l'ascendance qu'ils ont sur les communautés. Mais lorsque les chefs coutumiers ne peuvent plus donner de l'ordre, puisque tout le monde dit, vous dites vous êtes chef, mais l'autre fois, votre femme a été violée par 5-10 personnes, quel ordre vous allez nous donner? Le résultat, c'est qu'il y a une perte d'identité communautaire. Chacun ne retrouve plus son rôle dans la communauté. Et donc, lorsqu'il n'y a pas une organisation sociale communautaire où il y a une interdépendance communautaire, cette perte d'identité communautaire va se compliquer avec les enfants qui naissent issus du viol. Ce sont des enfants qui n'ont pas de filiation. Un jour, vous nous avez appelé pour qu'on rapatrie 3000 enfants toujours des Chabunda,
mais on va les envoyer au Rwanda chez qui? Vous dites que ce sont des enfants du serpent, ce sont des Interahamwe, vous les appelez tous les noms. Mais ce sont des pauvres innocents, ils n'ont rien fait du mal pour mériter. Ils n'ont pas demandé de l'être. Mais le fait d'être dans la communauté, la mère souffre à cause d'elle ou d'eux, ça entraîne tout simplement des réactions parfois où on vient nous déposer des enfants au portail de l'hôpital sans qu'on sache qui les a déposés. Puisque aussi, même si la femme veut garder l'enfant, on a eu des témoignages où la femme, la société dit, oui, vous pouvez vous remarier, ou vous pouvez vous marier, mais à condition de ne pas venir avec cet enfant du serpent, puisque ce sont ces pères qui ont tué ou massacré toute notre famille. Ce sont des raisonnements qui nous posent problème. C'est une bombe à retardement dans notre société, puisque ces jeunes, aujourd'hui, il y en a qui ont 20 ans. Et comment on les jette? Si nous on les rejette, il y aura toujours des groupes armés qui peuvent les récupérer et ils vont nous faire encore plus mal. Donc vous comprenez très bien que c'est une situation qui entraîne la perte de la cohésion sociale. Et lorsque on détruit la cohésion sociale, la société se trouve dans une incapacité organisationnelle. C'est ce qui permet, je parle sous contrôle des anthropologues et sociologues qui sont là, mais lorsque vous n'avez plus de chefs, le mari n'est plus mari, l'épouse n'est plus la femme, les enfants disent aussi, qu'est-ce que vous allez nous dire quand ils étaient ici, voilà ce qu'ils vous ont fait, nous on va à l'école puisqu'on a traîné, vous voulez nous imposer vos règles, vous ne savez pas les imposer à ces groupes. Donc, on est dans une société où il n'y a pas, on est incapable de s'organiser. Ça va entraîner tout simplement, lorsque quelqu'un de l'extérieur entre chez vous et vous trouve en train de vous bagarrer, eh bien, il peut vous contrôler vous deux, très facilement. L'occupation territoriale. Qu'est-ce que nous faisons? Notre prise en charge s'est faite en 4 piliers dans un modèle de guichet unique ou one-stop center, psychologique, socio-économique et légal. Nous avons publié un article de ce modèle holistique centré sur la victime. Et sur le plan médical, nous procédons tout simplement à un examen clinique et paraclinique classique. Et les moyens que nous avons, c'est de faire la prévention des grossesses non désirées après viol, grâce au kit de post-exposition que nous avons. Nous pouvons également faire la prévention des infections sexuellement transmissibles et le VIH par les antibiotiques et les ARV. Et nous pouvons faire la chirurgie des lésions génito-urinaires et digestives basses lorsque les patientes se présentent avec ce type de lésions. Nos indications, c'est que nous faisons une sensibilisation communautaire pour que les femmes puissent se présenter avant 12 heures du viol, lorsqu'elle a un rapport sexuel avec un partenaire non intime. Ceci peut permettre à ce que la prise en charge puisse se faire, surtout la prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles et de la grossesse non désirée. Après 72 heures, malheureusement, on n'a plus qu'à soigner les infections et les lésions génitales lorsqu'elles existent.
nous avions introduit un modèle de certificat que nous pratiquions aux arrière-grands-parents. Ils connaissaient des catastrophes et ils savaient très bien comment. Nous, Congolais, nous sommes un peuple exceptionnel. Je vais vous dire, si vous allez en Angola aujourd'hui, j'ai vécu ici à Kinshasa. Dans les années 73, 76, on avait plein de Bazongo. On les a aimés comme nos frères. On les a donné l'éducation. On les a donné tout ce qu'on pouvait donner. On ne les a pas exclus. Et je pense que quand vous allez à Luanda, il y a plein de gens qui vous accueillent en parlant français pour vous dire que moi j'ai étudié chez vous. N'est-ce pas? On n'a pas de problème. C'est réconcilier. Moi je suis chrétien, je suis de surcroît fils de pasteur et pasteur. La réconciliation elle est très importante, mais on ne doit pas faire une réconciliation qui nous fait paraître comme si on était de... Non. Nous devons poser nos conditions, et je crois qu'en demandant cette justice, personne ne nous traitera des extrémistes, puisque partout au monde, ils ont fait la même chose. Et je considère que les Congolais n'est pas différent des autres peuples. Donc, ils méritent aussi. Il y a beaucoup de discussions. S'il vous plaît, cette stratégie doit tenir compte de la forte implication des pays tiers dans les conflits armés que nous avons connus, qui sont des conflits armés internationaux ou même internationalisés, qui ont ravagé notre pays. Il y a des gens qui veulent accepter l'inacceptable. À supposer qu'on nous propose la justice qui va se limiter à la République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a eu 9 pays qui ont fait des dégâts ici au Congo. On l'a appelé la guerre mondiale africaine. Alors, moi je pose la question, si dans votre village, c'était des Zimbabwéens, c'était des Namibiens, c'était peut-être des Tchadiens, des Rwandais, écoutez, ici nous avons besoin que cette stratégie que nous allons faire pour la justice transitionnelle puisse tenir compte du fait que ce n'est pas un conflit. On n'a pas connu une guerre ethnique. Aujourd'hui, on est... C'est un conflit internationalisé et ça doit être traité comme tel. Je vous donne seulement un exemple. Le général, Laurent Nkunda, il a un mandat d'arrêt, mais il est libre, n'est-ce pas? Alors, si on ne peut pas extrader celui-là, comment vous espérez extrader les autres? Alors, ça serait une justice pour les Congolais, mais même si le crime a été commis par les étrangers, on va condamner seulement les Congolais. Et ça, ce n'est pas une justice. Puisque parfois aussi les Congolais ont agi sur l'ordre d'un étranger. Donc, si nous allons avoir une stratégie, il faut que nous puissions demander à la communauté internationale une stratégie qui est holistique, qui nous donne, ça va. S'ils refusent de nous donner, nous on note et on dit, arrêtez de nous parler encore de l'égalité de peuple, puisqu'à ce moment-là, nous sommes traités différemment que les autres. Il faut intégrer une forte dimension du genre, vu le recours massif au viol méthodique et systématique,
On ne peut pas avoir une stratégie qui ne tiendra pas compte de ça. Il y a un colonel le crime qui était fait dans les territoires de Fizi vient d'être nommé comme commandant de la même région. Comment voulez-vous que cette personne puisse respecter cette population? Il a tué il y a quelques années presque 900 personnes à Makobola, aujourd'hui commandant de la même région. C'est un traumatisme pour les victimes. Et donc, la réforme institutionnelle doit garantir le non-renouvellement et surtout permettre à ce qu'il y ait des victimes. Tu as tué, eh bien, on ne va pas mettre tout le monde en prison. Mais reconnais au moins que j'avais fait du mal et que je ne pourrai plus continuer. Et peut-être que votre place n'est plus là où vous étiez. Vous pouvez faire autre chose. Les victimes du secteur de la sécurité est très très important en République démocratique du Congo, sinon on ne sait pas avancer. Le mécanisme judiciaire, quand nous parlons du tribunal pénal international ad hoc pour la RDC, qu'est-ce qu'on nous répond? C'est trop cher, c'est trop compliqué. Donc c'est plus cher que 100 millions de personnes. La MONUSCO coûte 1 milliard 500 millions par an. Nous, ce que nous disons, sous contrôle des juristes ici présents, un tribunal pénal, à mon avis, international, devrait permettre de juger peut-être 10 commanditaires, les 10 gros poissons. Et on dit, bon, ça va. Mais si nous avons des chambres spécialisées mixtes, où il y a des juges, des magistrats congolais et des magistrats étrangers dans les provinces, je considère que nous pouvons commencer à construire un système judiciaire qui pourrait être solide. Ça prendra du temps, mais ne pensez pas que lorsque on invite d'avoir des magistrats qui viennent d'ailleurs, ça va nous diminuer de quelque chose. Pas du tout. Moi, je suis fier quand je rencontre Mutanzini. Je l'avais vu ici quand il était l'avocat général. Aujourd'hui, il fait la fierté de la République démocratique du Congo en République centrafricaine. Et je pense que ça ne diminue en rien. Donc, les chambres spécialisées, il y a ceux qui nous disent qu'il faut un tribunal pénal spécial hybride. Moi, je ne vois pas très bien la différence entre les chambres spécialisées, mixtes, etc. Ce que je sais, un tribunal pénal international, c'est la décision du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité ne prendra jamais cette décision si, à qui nous dormons et nous considérons que notre pays est très libre. Jamais. Nous avons besoin, dans ces programmes holistiques, des programmes de réparation, tant judiciaires qu'administratifs. On a absolument besoin des mécanismes de recherche de la vérité. Et ici, je crois que dans cette recherche de la vérité, il ne faudrait pas que nous puissions nous priver des initiatives de préservation de la mémoire. Si aujourd'hui vous allez dans toutes les villes congolaises où il y a eu des massacres, il n'y a rien qui peut vous montrer que des catastrophes se sont passées. Comment nos enfants sauront qu'il faut être prudent si on n'écrit pas l'histoire, si on n'a pas de mémoire? C'est très important. Mesdames et messieurs, moi je crois, j'ai des collègues qui ont été enlevés de chez eux. On les a tués. Les personnes qui les ont enlevés de chez eux sont connues. Et 20 ans après, ils ne peuvent pas nous montrer leur corps. Et les enfants Et attention, si dans d'autres pays on fait des exhumations, c'est pour permettre à ce que nous puissions conduire un deuil
Et le Congolais n'a jamais fait le deuil. Tu vas faire le deuil comment? Par la résolution 2467 des Nations Unies, nous avons mis en place un fonds mondial qui s'appelle le Global Survival Fund. Et ces fonds-là, c'est pour permettre à ce que la victime, avant qu'elle ait justice, qu'elle puisse accéder à une forme de réparation administrative qui la permet de continuer de vivre. Puisque s'il n'y a pas une forme de réparation de ces gens, toutes ces femmes meurent avant que nous sommes en train de discuter sur la justice transitionnelle. Elles sont en train de mourir une à une. Et nous plaidons pour que, avant qu'il y ait la réparation totale qui doit être faite par les États, il faut qu'il y ait une forme de réparation qui doit être une réparation administrative permettant les femmes d'avoir même le courage de continuer à se plaindre, répondre aux invitations de leurs juges naturels. Et ceci, c'était juste pour répondre à cette demande des survivantes. Assez rapidement, ça c'est lorsque on plaidait au Conseil de sécurité pour la création de ces fonds qui a vu les jours. Et aujourd'hui, nous sommes en phase pilote. Et pour cette phase pilote, nous avons des projets en Irak, en République centrafricaine, en Guinée. Au Congo, nous avons choisi la province de Kasaï, Kasaï central, et la province du Sud-Kivu. Et nous pensons que si notre expérience réussit, il faut que les victimes de violences sexuelles qui ont leur certificat médical, qui ont la preuve de ce qu'elles ont subi, avant que les juges se prononcent, qu'elles puissent accéder aux soins. Et les soins, ça doit être un droit humain pour les victimes de violences sexuelles. Mais leur donner la possibilité de travailler. Et c'est faux. Nous sommes très fiers de constater que le gouvernement congolais s'implique à créer un fonds congolais. Notre but avec le Global Survival Fund, ce n'est pas d'aider les États, mais plutôt de conseiller les États, pousser les États, s'ils ont besoin d'une expertise, leur donner l'expertise de créer leur fonds national. Puisque la réparation ne doit pas être de l'aumône. La réparation, c'est une responsabilité que les États doivent porter. Et je pense qu'en République démocratique du Congo, nous sommes en avance par rapport à cette question. Nous sommes fiers, on verra jusqu'où ça va aller. Mais pour le Global Survival Fund, nous avons déjà commencé dans ces deux provinces. Et je peux vous dire que le peu qu'on donne à ces femmes transforme complètement leur vie. Mesdames et messieurs, à l'instar de tous les peuples, le peuple congolais a droit à la vérité, à la justice, à la mémoire et aux réparations. Nous sommes en face devant un prix Nobel. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est tellement incroyable. Et à la fin, révoltant, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir une sommité? Dans cette salle, il y a des tas de sommités. Nous avons le prix Nobel, nous avons le professeur Jean-Jacques Mouyemeke, mon maître. Nous avons tant de sommités, mais nous sommes incapables de conduire ce problème de violence sexuelle. Ça l'a ému aux larmes. Mais en dehors de ça, je voulais commencer par remercier le recteur. Nous avons été, ça fait presque 2 semaines, que comme toutes les femmes professeurs nous disent, nous planons, parce que nous avons vu nos photographies de toutes les femmes professeurs de cette université en tout cas, qu'on a mis en avant-plan.
au niveau du ministère, au niveau du palais au niveau de la salle d'enseignants étudiants. Ceci témoigne tout justement que le recteur, c'est pas non seulement une sympathie, mais c'est une considération qu'il a pour la femme professeure. Et cette considération, nous le remercions infiniment. Nous remercions le professeur Mukwege qui, quand il a parlé, j'ai eu 3 choses. Je me suis sentie toute petite comme ça à côté de lui. Je me dis, c'est un collègue, il est gynécologue, mais j'ai reconnu quand même 3 choses quand il a parlé. Il est gynécologue, mais je suis gynécologue aussi. Il a commencé par la Polytechnique, je me dis, tiens, j'ai commencé par la Polytechnique aussi. Presque ces mêmes années-là, en 75. Il est venu à l'ULB, je me suis dit, ben, tiens, j'ai fait ma thèse à l'ULB. Je me dis, ah, je me reconnais alors, mon professeur Mukwege. Je me reconnais en plus. Monsieur le professeur Mukwege, je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Oui, professeur Mukwege, les bonnes choses ont malheureusement une fin. Quelqu'un m'avait déjà dit, quand il a pris la parole, quand il est emballé, vous ne serez sûrement pas capable de le retenir. Je viens aujourd'hui d'en vivre une nouvelle expérience. Mais pourquoi on n'arrive pas à vous retenir? C'est tellement vous dites vrai, tellement vous y mettez de la conviction. Et ce que j'ai vu là, j'ai reconnu le professeur d'université capable, en dirigeant un travail de thèse, c'est le cycle le plus élevé pour en former d'autres, retrace le contexte du problème, la situation, en disant pourquoi il entreprend ses études. Donne la méthode qui va guider les médecins, psychologues, anthropologues, sociologues, etc. Nous sommes prêts à développer des projets de thèse transversaux. Nous sommes prêts à organiser l'enseignement à distance. Veuillez, s'il vous plaît, prendre l'engagement devant toute cette jeunesse de nous assurer quelques cours magistraux à distance à partir de Paris. L'applaudissement frénétique montre déjà votre acceptation. Je voudrais également dire que nous sortons de cette salle avec une grande leçon d'humilité. Si on n'avait pas retenu le professeur Antoine Chimpi, je pense qu'il serait encore en train d'égrener les titres, etc., que vous avez pu acquérir. Je crois également que l'humilité que vous avez, c'est d'abord parce que vous êtes un fils de pasteur et pasteur vous-même. Je connais un pasteur dans cette salle, c'est mon ami Samuel, je ne donnerai pas son nom, qui lui aussi est un modèle d'humilité. Mes amis, le prix Nobel 2018 nous invite tous à l'humilité. Il n'y a que cela qui nous permettra de développer ensemble, de construire ensemble notre Unikine bien-aimée. Unikine solution.